Au sommaire de ce journal, République démocratique du Congo, Stéphanie Mbombo, ministre déléguée auprès du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, démissionne du gouvernement. Les raisons tout de suite dans cette édition. Abidjan, troisième session ordinaire du Fonds de solidarité africain. Les États membres en réflexion sur le renforcement du fonds. Conférence internationale sur le renforcement des familles, ouverture à Abidjan, précisément au parc des expositions. Et puis nous parlerons de propriété intellectuelle dans la recherche scientifique. Le FONSTI plaide pour la culture du brevetage pour la promotion des inventions. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous démarrons cette édition en République démocratique du Congo. 6 jours seulement après l'investiture du gouvernement, l'on assiste à une démission. Il s'agit de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo. Celle qui est désormais ex-ministre évoque les raisons de convenance personnelle. Le sujet est diversement commenté à Kinshasa où nous retrouvons notre correspondante Rafaneli Ntumba. La ministre déléguée près du ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo, a déposé sa démission mardi 18 juin dernier avec comme motif convenance personnelle. Cette décision a suscité plusieurs réactions. Certaines sources évoquent une faute grave qui aurait déplu à la hiérarchie. Alors, une ministre qui démissionne, ça a quand même étonné dans la mesure où c'est quelques jours à peine qu'elle venait d'être nommée et investie. Et voilà qu'elle démissionne dans des conditions que l'on ne connaît pas, les circonstances que l'on ne connaît pas. Mais déjà en termes d'image, dans notre pays, voir une ministre démissionner, c'est un signal fort. Stéphanie Mbombo a occupé jusqu'à sa nomination le poste de conseillère du chef de l'État en charge du climat. 3 jours avant sa démission, elle a porté une correspondance du président de la République, Félix Tshisekedi, à son homologue Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, portant sur les fonds bleus et la commission climat du bassin du Congo pour la vision commune des deux Congos sur l'économie du climat, sur les prix du marché carbone et sur les stratégies communes quant à la définition de la vision globale africaine du climat. Nous sommes aussi en politique où il y a plusieurs forces qui interagissent dans les coulisses que nous ne pouvons pas nous comprendre d'emblée, au moins qu'on nous le dise ou qu'on ait des sources sûres qui nous disent réellement les vraies raisons. Mais sinon, quelles qu'en soient les raisons, ça étonne quand même et nous nous disons on doit quand même connaître la vérité et c'est ça aussi la démocratie. Entre convenance personnelle et démission forcée, Stéphanie Mbombo a laissé entendre dans son tweet que la décision était difficile à prendre ou à accepter. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi abandonner ce poste pour un idéal qui la passionne autant et rester ouverte à apporter son expertise dans le futur. Sachant que la culture de la démission n'est pas congolaise, la démission de Mme Stéphanie Mbombo, sous prétexte de convenance personnelle, laisse perplexes les Congolais. Depuis Kinshasa, Ravaneli Ntumba et Freddy Lumbala pour Business 24 Africa. De retour en Côte d'Ivoire, le Fonds de solidarité africain a tenu sa 3e session ordinaire ce vendredi 21 juin dans la capitale économique ivoirienne. Une rencontre entre les gouverneurs des États membres de l'organisation qui a servi de cadre d'échange sur les possibilités d'accueillir de nouveaux adhérents pour le renforcement du fonds ainsi que de faire le bilan des activités au titre de l'exercice 2023. Walter Kofi et Tima Traoré. Avec un résultat provisoire de 2,2 milliards de francs CFA sur un volume total d'opérations de 245 milliards, le Fonds de solidarité africain FSA se porte bien. Ces chiffres ressortent du bilan de l'exercice 2023 lors de la session ordinaire du Conseil des gouverneurs de l'organisation tenue dans la capitale économique ivoirienne.
Des travaux dirigés par la ministre Niale Kaba, présidente du Conseil des gouverneurs, qui a salué les efforts consentis par chaque État membre qui œuvre à mobiliser plus de ressources pour le renforcement de cet outil d'investissement. Nous sommes invités aujourd'hui à approuver principalement les comptes de notre institution au titre de l'exercice 2023. Ces comptes, cela a été dit, ressortent provisoirement un résultat bénéficiaire de 2,2 milliards de francs CFA pour un volume total d'opérations de 245,6 milliards de francs CFA. La rencontre a été marquée par des signatures de conventions, dont celle entre le FSA et la Banque africaine de développement, à travers laquelle la banque s'engage à fournir une assistance technique en matière de gestion des risques. Une autre convention entre le FSA et la BADEA pour un apport de 176 milliards de francs CFA pour le renforcement du capital du fonds. La signature de cette lettre d'intention entre la BAD et le FSA arrive à un moment opportun, où la plupart de nos pays membres régionaux cherchent à stimuler et accélérer leur croissance économique. L'amélioration des perspectives économiques du continent africain nécessite d'assurer un changement structurel de ces économies, d'augmenter la productivité de l'agriculture et de fournir de l'électricité à grande échelle. À travers cette déclaration commune, la BADEA exprime sa disponibilité à accompagner les États membres du Fonds de solidarité africain pour l'augmentation du capital. Rappelons que le FSA a pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social de ses États membres en facilitant à travers ces techniques d'intervention l'accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement et autres activités génératrices de revenus. À l'issue des travaux tenus lors de la 3e session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africain, les gouverneurs se félicitent de l'adhésion de nouveaux membres dans l'organisation et des actions menées pour un accompagnement stratégique et financier du fonds. Le bilan de la journée avec la ministre Kaba Niale et le directeur général du FSA. Je remercie la presse d'accompagner cet événement qui est important pour nos États. Comme vous le savez, le Fonds de solidarité africain est un fonds de développement qui garantit les prêts dans nos États. C'est un fonds de solidarité qui comprend 23 États membres à ce jour, avant le Conseil, jusqu'à son élargissement à 2 nouveaux pays, le Maroc et la Sierra Leone. Bien sûr, nous avons donné quitus au directeur général, au conseil d'administration et à tous les agents qui ont bien travaillé, puisque cette institution a dégagé un résultat positif de 2,2 milliards, étant entendu que dans les comptes, elle a absorbé des résultats négatifs antérieurs de 10 milliards. Donc c'est beaucoup de ressources qui ont été générées et nous avons félicité la direction générale, le conseil d'administration pour ces bons résultats. En marge de cette session, on a signé avec la BADEA, mais également avec la BAD. Avec la BADEA dans le cadre d'un projet d'augmentation de capital. La BADEA s'est engagée à financer cette augmentation de capital en octroyant des prêts concessionnels à nos États pour leur permettre de libérer leurs souscriptions, ce qui est louable. Je parle de montants assez importants, de l'ordre de 176 milliards. Cette augmentation de capital va faire du Fonds de solidarité africain le fonds le mieux capitalisé d'Afrique. Créer et soutenir des sociétés pacifiques et inclusives indispensables au développement durable. Autrement, fortifier les familles pour leur plein épanouissement et partant créer une société où il fait bon vivre. C'est ce à quoi s'attelle la conférence internationale sur le renforcement des familles, 6e édition qui a ouvert ses portes à Abidjan au parc des expositions. Initiée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, cette conférence sera meublée de communication, de
2 panels d'exposés et d'exposition. Issa Badini et Marius Siri nous font vivre l'ambiance de la cérémonie d'ouverture. Une salle électrisée par la jeune Centre Mouridia, mais derrière cette ambiance se cache un sujet d'actualité qui défraie la chronique. Les taux de divorce. 45% en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui sonne l'alerte à cette entame de la conférence internationale sur le renforcement des familles, édition 6, qui lève ses rideaux dans cette salle du Parc des Expositions. Vous voyez que chaque année, les mariages se scellent. Les partenaires n'apprennent pas véritablement à se connaître. Et après, généralement, ce sont des divorces. Et les statistiques que nous vous avons présentées aujourd'hui, ce sont des statistiques exactes. Cette conférence, vous voyez déjà le thème « Renforcement des familles » qui est assez capital. La famille étant le socle de la société. La famille est le creuset de tout ce qui concourt à la cohésion. Et si nous consolidons les familles, vous verrez qu'il y aura d'abord moins de violence conjugale, moins de violence sur les enfants, moins de vices également au niveau de la jeunesse, dans les écoles. C'est pourquoi les conclusions de ces assises, les conclusions de cette conférence sont assez capitales et importantes pour nous, pour orienter nos décisions, pour orienter nos politiques également. C'est partout, que ce soit à Dakar, à Abidjan et partout, le taux de divorce est très élevé. Et je pense que donc ça c'est un phénomène donc, qui est courant. Nous qui vivons dans la diaspora aussi, passons tout notre temps donc, à régler donc, des litiges donc, entre les familles et essayer donc, de réconcilier les familles. Mais ce n'est pas évident, donc il y a le stress, donc, il y a la crise qui est là et tout ça donc, sont des facteurs donc, qui font donc, que les mariages sont très fragiles. C'est tout le sens de cette conférence voulue par l'Église des Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui donne ici les orientations du conclave en terre ivoirienne. Dans le monde si complexe d'aujourd'hui, les familles sont confrontées à des défis multiples, tels que les pressions économiques, l'évolution des normes communautaires, les traditions de nos parents et les progrès technologiques qui peuvent mettre à rude épreuve les liens familiaux. Cette conférence sert de plateforme pour approfondir ces questions, partager des idées et collaborer à des stratégies efficaces pour renforcer les familles. Laïque et internationale, c'est une conférence qui veut ratisser large afin de résoudre des équations sociétales qui n'épargnent ni religion ni catégorie sociale. 6 000 personnes sont attendues pour ces 2 jours de travaux, faits de panels, de communication, d'exposés et d'expositions sur le thème central, fortifier les mariages. Cette conférence annuelle sur le renforcement des familles est la première du genre en Afrique francophone. La dernière édition s'est déroulée à Abuja, au Nigeria. Dans le cadre de la conférence internationale sur le renforcement des familles, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a décidé de réaliser un certain nombre de projets au profit des populations ivoiriennes à travers l'État de Côte d'Ivoire. À cet effet, le jeudi 20 juin, elle a réhabilité la pouponnière de Yopougon et offert des dons en nature afin d'améliorer les conditions de vie des pensionnaires. Le reportage est signé Amiko Robara. C'est avec une immense joie que le personnel administratif de la pouponnière de Yopougon a réceptionné d'importants dons offerts par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ces dons en nature sont constitués de matelas, d'ordinateurs portables, d'un réservoir d'eau, d'appareils de buanderie, d'une chambre froide et d'une biberonnerie qui serviront à bien conserver les aliments des 87 pensionnaires. Un soulagement pour le personnel. Actuellement, il faut dire que je suis vraiment très heureuse pour toutes ces réalisations.
Comme j'ai dit, ça va soulager vraiment, ça va améliorer les conditions de travail. Et la chambre froide, on avait une chambre froide qui était vieille, qui se gâtait tout le temps. Il fallait à chaque fois la réparer. C'était difficile pour nous. Avec la nouvelle chambre froide, on pourra conserver les aliments des enfants dans de bonnes conditions. Et avec la biberonnerie, la cuisine, tout rénové, les travailleurs vont travailler aisément et puis ils seront contents. Et moi, je suis très contente. En plus des dons offerts, la pouponnière a bénéficié de nombreuses rénovations. En témoignent ses murs rafraîchis et la cuisine qui font peau neuve. Aider son prochain est une recommandation divine, nous explique Elder Kyungu. Évidemment, la motivation, comme Madame vient de dire, c'est simplement l'évangile de Jésus-Christ que nous essayons d'appliquer dans notre vie au quotidien. Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Ces enfants aujourd'hui qui étaient dans des conditions pas idéales pour leur épanouissement et leur développement, nous avons carrément senti l'esprit d'amour, de charité, de bonté et nous sommes venus au secours pour apporter notre pierre d'édification avec ces jeunes qui sont les fils et filles de notre Père Céleste, qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, puissent trouver un cadre idéal pour leur apprentissage, leur épanouissement et leur développement. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a entrepris de nombreuses actions au profit des populations ivoiriennes. Récemment, elle a livré un bitume de plus de 686 mètres à Atoban et réhabilité une école primaire à Abobo. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a procédé à son traditionnel petit déjeuner de l'innovation dans la commune de Marcory. Au cœur des échanges, la propriété intellectuelle, notamment l'importance et la sécurisation des brevets d'invention dans la recherche scientifique. La rencontre a réuni les responsables du FONSTI, l'ensemble des acteurs de recherche et de la propriété intellectuelle. Le reportage est signé Ezekiel Siri, il est commenté par Anja Sémian. Les recherches scientifiques en Côte d'Ivoire débouchent pour l'essentiel sur des publications scientifiques, mais ces publications dorment encore dans les placards. Pour que la recherche scientifique ait un véritable impact sur le développement économique et social du pays, les chercheurs, les inventeurs doivent déposer davantage de brevets pour sécuriser leurs inventions. C'est l'appel lancé par le secrétaire général du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Il plaide pour la promotion de la culture des brevets dans la recherche scientifique pour valoriser les résultats économiques de recherche. C'est tout l'intérêt de cette rencontre dénommée Petit Déjeuner de l'innovation en partenariat avec l'OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Avec les brevets, nous pouvons créer des entreprises, nous pouvons créer des emplois qui seront directement bénéfiques à la Côte d'Ivoire et aux populations ivoiriennes. Nous avons des chercheurs de qualité. Ça, vraiment, il faut le souligner. Nous avons des ressources humaines de qualité. Ce que nous demandons, c'est peut-être une meilleure valorisation des résultats des recherches auxquels, n'est-ce pas, nos chercheurs aboutissent. La recherche, c'est très important. Donc, la presse doit jouer son rôle. Les autorités politiques doivent jouer leur rôle. La société civile doit jouer son rôle. Les chercheurs eux-mêmes doivent jouer leur rôle et le secteur privé national. Et comme on le sait tous, l'innovation constitue aujourd'hui le levier de la croissance économique à travers le monde. Et donc, qui parle d'innovation, parle d'invention. Et bien entendu, le lien entre l'innovation et le développement économique de tous les pays est empiriquement prouvé. Le petit déjeuner de l'innovation a réuni plusieurs acteurs du domaine et plusieurs autres autorités venues défendre la cause de cette propriété intellectuelle, notamment le ministère de tutelle. Au niveau du ministère, on a deux actions. D'abord, on a identifié deux problèmes. Le premier problème, c'est le manque d'information et de formation des chercheurs, des inventeurs et des innovateurs au processus de brevetage. Quand on a montré un peu le nombre de pays, surtout les brevets par pays, j'ai tout de suite tiqué parce que je vois 32 seulement pour la Côte d'Ivoire, contre plus de 10 000 pour l'Afrique du Sud, alors que nous savons ce que nous faisons ici. Un brevet d'invention est un droit de propriété industrielle qui protège une innovation technique. Le FONSTI, qui soutient les projets de recherche et d'innovation pour promouvoir le développement national, en fait son champ de bataille.
Les étudiants de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC ont reçu ce jeudi 20 juin leur parchemin de fin de cycle. Cette action vient couronner le travail acharné de 114 étudiants en master, une célébration qui s'est tenue sous le regard bienveillant des autorités ministérielles, mais aussi sous le regard de nos reporters Eunice Bogou et Marius Siri. Ils sont au total 114 étudiants à s'être illustrés au cours de l'année académique 2022-2024. Tous sont issus de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Elle était en alternance, c'est-à-dire on avait une partie en entreprise et puis une partie à l'école. Donc les professeurs nous donnaient des cours à l'école et puis on continuait la pratique en entreprise. C'est un sentiment de joie comme tous les autres récipiendaires et de fierté. Fierté pour nous. Dans son discours, le directeur général de l'ESATIC n'a pas manqué de véhiculer des conseils à ses nouveaux diplômés. Ce qui nous est demandé, c'est nous sommes dans l'industrie 4.0, certains diront 5.0. Ce n'est plus l'industrie, les machines qui travaillent, mais c'est notre cerveau qui est mis en avant. Et chacun d'entre nous a un cerveau. Et si nous sommes bien formés, nous devons être compétitifs au plan mondial. Et nous l'avons prouvé. L'année dernière, nous avons eu le premier prix européen du social, du développement social en Europe pour un étudiant de l'ESATIC que nous avions mis à l'Institut Mines Atlantique. Et cette année, vous avez tous vu avec nous, un jeune Ivoirien a terminé premier en développement informatique au monde dans les compétitions mondiales. C'est un produit, pur produit, fabriqué ici. Le ministre Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, félicite ses diplômés et les encourage à faire valoir le savoir-faire dans le monde du travail. Je voudrais d'abord féliciter l'initiative et ce dispositif qui a été mis en place. C'est un dispositif hautement stratégique qu'il faut maintenir et entretenir. Permettre à des étudiants ivoiriens de rester sur place en Côte d'Ivoire, bénéficier des formations françaises, des universités hautement qualifiées dans le domaine donc du numérique. Pour rappel, l'ESATIC est le centre d'excellence en intelligence artificielle et en cybersécurité. Le syndicat national des halieutes de Côte d'Ivoire a récemment initié une conférence de presse à Abidjan. Lors de cette rencontre, les spécialistes chargés entre autres de protéger les espèces de poissons menacées, de surpêche, d'évaluer les stocks et réglementer les méthodes de capture et préserver l'environnement marin n'ont pas caché leur amertume. Ils ont dénoncé la prise en otage de leur corporation et demandent leur retour pur et simple dans le portefeuille du ministère des Eaux et Forêts. On écoute le lieutenant Adou Kofi, secrétaire national des halieutes de Côte d'Ivoire. L'objet de cette rencontre, c'est de dénoncer la prise en otage de notre corporation. Depuis 2020, pour ne pas dire 2022, nous sommes allés en audience avec notre ministre et à la suite de ça, il y a un consensus qui a été trouvé pour nous donner les moyens nécessaires pour faire face aux dangers liés dans l'exercice de notre travail. Et dans ce consensus, il se trouvait, nous on demandait le changement d'emploi. Le changement d'emploi, par là vous attendez que cet emploi que nous faisons, qui est la lutte sous-halieutique, cet emploi était au ministère des Eaux et Forêts. Et avec le ministre Douati en son temps, l'ancien régime, cet emploi a été ramené au MIRA, sans les moyens d'accompagnement. Donc nous avons des cas de noyade, morsure de serpent et exposés à toutes sortes de dangers face aux pêcheurs. Donc comme moyen de dissuasion, nous nous sommes organisés sur le terrain. Mais il fallait des éléments juridiques pour accompagner cela. Donc quand nous avons soumis cette doléance à notre cabinet, il a accepté qu'on part sur un projet de décret. Et ce projet de décret a été validé par le cabinet depuis 2023.
pour ne pas dire 2022. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas suite à l'évolution de ce projet de décret. Toutes les informations qui nous ont été servies, données, nous avons vérifié. Il se trouve que c'est du faux. C'est du faux, je préfère être franc avec vous. Donc nous interpellons ici notre cabinet à jouer franc jeu, dans le cas contraire de ramener la pêche où on peut avoir les éléments nécessaires pour faire le boulot. Du nouveau dans le monde culturel en Côte d'Ivoire, il s'agit du festival itinérant de la musique ivoirienne dénommé Festimive. Il a été présenté à la presse nationale récemment lors d'une conférence de presse tenue par ses promoteurs. Ce festival vise à faire la promotion de la musique ivoirienne dans toute sa diversité et déjà il se positionne comme le carrefour culturel de cette musique. Sa première édition se déroulera du 9 au 11 août 2024 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Pierre Tebeu et Tima Traoré. Maintenant, je danse sur la tête. Roucas-cas, les enfants font là. C'est pas pour moi là. Hein. Pour moi là. Ils n'ont qu'à venir nombreux. Voir mon savoir-faire. Me regarder comme moi je suis. J'ai pas l'âge des enfants, mais les pieds là ont l'âge des enfants. Le festival itinérant de la musique ivoirienne Festimive est le dernier né des festivals de la musique en Côte d'Ivoire. Il a été présenté à la presse ce mercredi 19 juin lors d'une conférence de presse. Sa particularité est qu'il est itinérant, dont ira dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Il est une idée originale de CIMEF événement et vient permettre la découverte des genres musicaux. Si la Côte d'Ivoire est reconnue comme une terre de pèlerinage des artistes africains en quête de visibilité, il n'en demeure pas moins que certains artistes du terroir n'ont pas cette chance de se faire connaître dans leur propre pays, d'où la création du Festimive. Yamoussoukro va vibrer du 9 au 11 août 2024 au rythme de la première édition de ce festival. L'ensemble des genres musicaux de la Côte d'Ivoire vont se retrouver sur un plateau haut en couleur et pendant 3 jours, près de 80 artistes vont animer la ville de Yamoussoukro. Mais nous vous assurons que nous allons faire un show inédit dans la ville de Yamoussoukro pendant 3 jours. Près de 30 000 festivaliers sont attendus et nous avons mis un dispositif sécuritaire et sanitaire pour les recevoir. Nous avons vu que tout est concentré sur Abidjan et la population de l'intérieur regarde tout à travers les médias. Donc nous avons décidé de mettre sur pied une politique de proximité et transporter toute cette scène, toute cette batterie d'artistes-là vers ces populations-là afin de leur permettre déjà, comme nous l'avons signifié lors de la conférence, de côtoyer de près ces artistes-là. La vision des organisateurs est de promouvoir la pérennisation de la musique ivoirienne. 3 jours de musique dans toute sa diversité, les artistes invités semblent en alerte. Je m'associe vraiment à l'effort qui va être fait. Voilà pourquoi j'y serai. Je vais donner du mien et essayer de montrer à tous les gars qui sont là les pas originaux du Zouglou. Rendez-vous est pris pour la première édition du festival itinérant de la musique ivoirienne Festimive du 9 au 11 août 2024 à Yamoussoukro. Après cette page culturelle, rendons-nous à Oumé. Dans sa vision de doter les quartiers et villages de la commune d'instruments efficaces de gestion et d'associer toutes les populations, le premier magistrat de Oumé a inscrit dans son programme les comités de gestion des quartiers et les comités de gestion des villages. L'installation de ces différents comités a été faite récemment dans la cour de la mairie de Oumé. Le reportage est signé Mondésir Nascimento. L'installation et la remise des arrêtés portant nomination des comités de gestion des quartiers et villages s'inscrit dans le cadre du plan d'action du maire de la commune de Oumé, Ladji Kwasi Joachim. Ces CGQ et CAV sont de véritables outils de développement participatif visant à rapprocher la gestion de la commune de la base et favoriser ainsi la proximité avec les populations dans la gestion du bien commun. Dans la vision du maire de doter la commune et les villages de la commune de CGQ et CGV, tout cela pour pouvoir rapprocher la mairie
l'institution mairie de la population. Nous comptons vraiment sur nos CGQ et nos CGV pour vraiment décanter pas mal de situations, pas mal de problèmes que nous rencontrons dans les différents quartiers et villages, à savoir surtout la propreté, la salubrité dans les villages. Vraiment, nous en avons très besoin, vraiment besoin. Alors, on s'est dit qu'en installant les CGQ et les CGV, nous pourrions vraiment être en proximité avec les populations. Vous voyez? Donc, le maire Lagui Kwasi Joachim a eu cette vision-là. Par ailleurs, cette activité est d'une importance majeure car elle consistera à travailler dans une synergie pour mener à bien cette vision. Plusieurs objectifs ont été évoqués par le coordinateur. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être investis dans nos missions pour pouvoir mener à bien et dans nos quartiers et dans nos villages les différentes activités que le maire et la mairie, le maire et le conseil municipal auraient bien voulu nous confier. Notre mission s'articule autour des points qui concourent au bien-être de la population de nos quartiers et également de nos villages. Nous allons axer nos missions sur le triptyque hygiène, salubrité et assainissement. Ce fut une cérémonie remplie d'initiatives qui s'est achevée par le baptême des chefs de gestion de quartier et des gestions de village. Aussi, cette mission sera pour eux de travailler en collaboration dans la solidarité et l'union. La campagne agricole 2022-2023 achevée, l'heure est au bilan et au compte-rendu à la coopérative des producteurs agricoles de Zarano dans le département d'Abengourou à travers son conseil d'administration. Le bilan est satisfaisant au point même de distinguer les meilleurs producteurs et agents de l'administration qui se sont démarqués par leur production et la qualité du travail fourni. Le reportage de Anissé Kouadio. La danse de réjouissance le Kété en pays Agni est de sortie car cette année, les résultats à tous les niveaux sont bons pour la coopérative de producteurs agricoles de Zarano, Copaza. Durant l'exercice 2023, la Copaza a collecté et commercialisé 3 173 700 kg de cacao malgré la baisse de la production mondiale pour un résultat excédentaire de 11 187 622 francs CFA. Un tel résultat aussi satisfaisant a emmené les responsables de la Copaza d'inviter à un moment de distinction des 15 sections rattachées à la Copaza, dont les 2 meilleurs par secteur ont été honorés pour leur fidélité et leur esprit coopératif. À côté d'eux, les meilleurs agents de l'administration ont eux aussi été honorés. Ceux-ci repartent avec des enveloppes, des matériels phytosanitaires, d'entretien et de travail. C'est affaire normale que nous puissions les honorer, que nous puissions les distinguer. Au même moment, c'est une invite à ceux-là qui n'ont pas été récipiendaires aujourd'hui. À l'avenir, ils essaient de suivre l'exemple de ceux qui ont mérité aujourd'hui. Ça me fait plaisir, content, heureuse même. Au champ là, je travaille beaucoup. C'est à cause de ça que j'ai eu le diplôme là aujourd'hui. Quand on a commencé Copaza, les gens ont pensé que nous étions dans l'amusement. Aujourd'hui, Copaza est devenu une référence, je dirais, internationale. Et je suis fier que je sois parmi les premiers. Et je remercie Copaza et tous ses partenaires. Ces merveilleux résultats acquis par la Copaza au profit de ses membres, salués par les autorités. C'est pour nous un immense plaisir de savoir que les dirigeants de la société coopérative reconnaissent les mérites des producteurs et des employés qui travaillent dans cette société coopérative. C'est important, c'est un élément qui stimule. Notons que cette cérémonie de distinction des meilleurs producteurs et productrices de l'année s'est déroulée au cœur de la 13e Assemblée générale de la coopérative de producteurs agricoles de Zarano, Copaza, qui a reçu plusieurs distinctions. Toujours dans le domaine agricole, rendons-nous à Divo. Financé par le ministère finlandais des Affaires étrangères, la cérémonie de clôture du projet Living Income Accelerator Phase 2 a eu lieu à Hermankono dans la région du Lodjibois. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers, des chefs coutumiers et les associations de jeunes et de femmes. Jonas Zagoki et Djekou de Silva. Hermankono Diez, dans la région du Lodjibois, les bénéficiaires de la phase 2 du projet Living Income Accelerator sont issus du groupe des femmes et des membres de la coopérative agricole Koobadi. Il s'agissait pour Fairtrade et ses partenaires
d'implémenter auprès des producteurs et des groupes vulnérables ce projet qui vise à l'autonomisation des agriculteurs et travailleurs les plus marginalisés, ainsi qu'à la réalisation de moyens de subsistance durables. Au terme de la phase 2, les résultats sont satisfaisants au regard de ce qui a été donné d'observer. Une société civile inclusive et renforcée, les droits des agriculteurs réalisés et enfin la parfaite harmonie des travailleurs avec l'environnement et le climat. Mais pourquoi on est venu vers vous? Ce que je voulais que vous notiez, c'est que Fairtrade veut que les planteurs, partout où ils sont, les planteurs de la coopérative Kobadi, puissent bénéficier du travail qu'ils font dans les cacao pour qu'ils puissent partir à l'école, envoyer les enfants à l'école, pour qu'ils puissent aller se soigner, pour qu'ils demain, tout ce qu'ils veulent faire, que nous en Abidjan on puisse faire, ils puissent l'avoir ici facilement. Ce financement a permis à ce groupement de femmes d'acquérir une broyeuse, un tricycle, des précieuses, etc. En plus, il a également contribué à améliorer leurs conditions de travail grâce à l'aménagement du site de transformation. De 2019 jusqu'à ce jour, notre association a bénéficié d'un appui technique et financier de Fairtrade de plus de 5 millions. Cet appui a permis à la coopérative de nous installer et équiper sur notre site de transformation du manioc en Atiéké d'une capacité environ de 24 tonnes, soit 2 tonnes par mois et 500 kg par semaine. La cérémonie s'est achevée par des remises d'attestation de participation aux bénéficiaires. Et s'en est suivi la visite du site d'implémentation. Le projet Living Income Accelerator est à mettre à l'actif de plusieurs partenaires techniques et financiers. Il s'agit entre autres de Cocambio, de Fairtrade Foundation et de Africa Ben & Jerry. Terminons ce journal en images. Le gouvernement du Kenya prévoit d'allouer 1 milliard de shillings, soit 7,7 millions de dollars, à l'Agence de développement du thé au profit des différents acteurs de la filière. Ce financement servira pour l'essentiel à financer l'installation de 2 centres de valorisation de thé dans les comtés de Kericho et de Nairobi. Il s'agit en réalité d'installations communes d'utilisation prévues pour favoriser la création de valeur ajoutée et promouvoir la création de marques d'origine pour le thé produit localement. Il faut noter que l'ambition affichée par le gouvernement kenyan est de parvenir à exporter au moins 50% de thé transformé de marque d'ici 3 à 5 ans. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.